Bonjour les amis, c'est Jordi. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur cette thématique de la congruence et de l'incongruence en PNL. Alors je vais vraiment développer ce sujet. J'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus puisque je trouve que c'est une des thématiques assez importantes quand on fait de l'accompagnement et quand on est un bon communicant. Cette congruence. Alors effectivement, hein, ça peut nous servir effectivement en tant que coach, thérapeute, hein, de détecter les congruences et les incongruences, mais aussi ça marche très bien dans le management, la vente, la formation, dès lors qu'on rentre en lien avec une personne. Et ça fait vraiment partie des fondamentaux dans la PNL. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, on va parler de la congruence quand les différents niveaux de messages sont alignés entre eux. C'est-à-dire quand on a deux types de messages, hein, on a les messages verbaux, donc ce sont les mots qu'on utilise, et on a également deux autres types de messages qu'on envoie dans la relation. Donc c'est des messages qui sont beaucoup plus relationnels. C'est donc le non-verbal, c'est-à-dire la posture du corps, les gestes qu'on va faire, et également le paraverbal, le ton, le volume de la voix. Donc tout ça, les messages non verbaux et paraverbaux, ce sont des messages donc beaucoup plus relationnels. Et il est vrai que dans la communication, généralement, ce que l'on va considérer comme valide, c'est-à-dire que quand on va discuter et communiquer avec une personne, en fait, peu importe ce qu'elle nous dit, ce que l'on retient dans la communication, c'est surtout son non-verbal et son paraverbal. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que la personne le dit. Et donc, effectivement, qu'est-ce que c'est que la congruence? Eh bien, la congruence, c'est quand les messages sont vraiment alignés selon les différents types de niveaux, c'est-à-dire quand il y a vraiment une congruence, c'est-à-dire que c'est raccord entre ce que je dis, comment je le dis et voilà, dans le non-verbal et le paraverbal. Donc si par exemple je vous dis, voilà, aujourd'hui je suis motivé pour faire cette vidéo, je vous dis donc ces mots, je suis motivé pour faire cette vidéo, j'ai la posture du corps qui va en avant, je vais donc joindre un geste à ma parole, le ton de ma voix va également être un ton de motivation, donc là on a de la congruence. Maintenant si je vous dis par exemple, alors aujourd'hui je suis motivé à faire cette vidéo, vous voyez là je redis les mêmes mots, mais entre tout ce que je manifeste dans le ton de ma voix, je suis motivé à faire cette vidéo, les bras croisés, la posture du corps beaucoup plus en recul, les haussements de sourcils ou les soupirs. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans la communication? En fait, ce qu'on va retenir, c'est ce que je vais instaurer au niveau relationnel, c'est le non-verbal et le paraverbal. C'est ça que vous allez retenir de moi. Donc, qu'est-ce qu'un bon communicant? C'est quelqu'un effectivement qui est congruent. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est congruent, il va faire passer le message. Donc c'est comme ça qu'on a du coup un bon communicant. Alors effectivement, hein, il y a cette congruence au niveau du verbal, du non-verbal, du paraverbal. Et puis aussi, il y a effectivement le choix des mots qu'on utilise. Par exemple, les mots comme je vais essayer sont des mots qui ne sont pas très congruents quand on dit d'accord, je vais essayer par exemple de mettre en place ce feedback que vous m'avez donné, par exemple pour un employé dans une entreprise. Je vais essayer, c'est pas très congruent parce que si par exemple la personne elle a faim, elle dit je vais manger, elle dit pas je vais essayer d'aller manger. Ou si la personne elle est fatiguée et qu'elle a besoin d'aller se coucher, elle va dire je vais dormir. Elle va pas dire je vais essayer de dormir, ou alors ça implique que c'est pas sûr. Et d'ailleurs, si vous invitez quelqu'un à une soirée chez vous, par exemple, vous faites un repas et vous dites à la personne je te propose de venir samedi, je fais une fête, et que la personne elle vous dit je vais essayer de venir, la plupart du temps, les gens quand ils vous disent je vais essayer de venir, en fait on se rend compte que la plupart du temps, pas systématique, mais la plupart du temps ils viennent pas. Donc voilà, donc on détecte aussi dans le langage certaines incongruences, je vais essayer, par contre, mais, oui, mais, vous voyez, donc ce sont des messages aussi verbaux, hein, qui sont pourtant des messages verbaux, mais qui sont des messages incongruents. Alors,
Elle est importante, cette congruence, parce qu'effectivement, elle est importante quand on communique et effectivement, quand on accompagne une personne en changement, hein, là, je parle vraiment de la sphère du coaching ou de la thérapie. Quand on va accompagner une personne au changement, en tant qu'accompagnant, c'est extrêmement important d'apporter une attention particulière aux incongruences. Parce que si je n'y fais pas attention, je ne serai que sur le contenu, que sur les mots, voilà, que sur un des paramètres de la communication et je vais vraiment passer à côté de choses qui sont vraiment importantes. Et en PNL, Grinder et Bandler ont vraiment modélisé les travaux de Gregory Bateson, qui a été l'un des premiers à parler de cela. Donc Gregory Bateson parlait de deux types de messages. Il parlait des messages substantiels, donc c'était les mots, et il parlait des messages relationnels, donc ce sont effectivement la posture du corps, etc. On imagine, imaginons un client qui parle de la relation qu'il a avec sa femme à son coach ou à son thérapeute et il expose des difficultés qu'il a avec sa femme et puis à un moment donné par exemple le thérapeute va lui demander et quels sont les sentiments que vous éprouvez envers votre femme et là on imagine que la personne elle dit mais je fais ce que je peux pour l'aider parce que je l'aime ma femme et je fais ce que je peux pour l'aider, je l'aime. Donc là, on a typiquement un message incongruent puisque la personne, elle nous dit « je l'aime ». On voit en même temps cette position de recul au niveau du corps. Donc on a plusieurs incongruences. La position de recul au niveau du corps, l'index pointé en avant, la voix dure et sèche. Et puis on a par exemple ici les mains, la paume de la main droite qui est ouverte. Donc on a plusieurs incongruences possibles. Et donc, si on prend, qu'est-ce qui va différer la théorie de Gregory Bateson par rapport à la théorie de Grinder et de Bandler, c'est que Gregory Bateson opposait vraiment le message verbal et le message non verbal. Donc il opposait ces deux choses uniquement. Donc c'était assez binaire. Mais Grinder et Bandler, en fait, ils ne vont pas spécialement les opposer, ils vont relever les différents niveaux d'incongruence sans les opposer les uns avec les autres et pour chercher à comprendre dans ces différentes séquences qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que là, effectivement, dans un cas comme celui-là, on n'a pas que deux messages qui sont envoyés. Si on regarde bien cette petite scène que je viens de vous jouer, on en a plusieurs. Parce que déjà, effectivement, sur le côté substantiel dont parle Gregory Bateson, on a le client qui va dire je l'aime ma femme et je veux l'aider. Donc ça, c'est le message substantiel. Et le message relationnel, si je prends le message relationnel, si je prends la théorie de Bateson, elle ne suffira pas par rapport à la théorie de la PNL. Si je fais un petit contraste entre ces deux thérapies, ces deux outils de thérapie, et en tout cas c'est de cette manière que Grinder et Bandler présentent leur travail par rapport à Bateson, c'est-à-dire ils vont dire mais non en fait on a aussi d'autres choses parce qu'on a la main ouverte qui veut dire une chose, le doigt comme ça pointé qui veut dire autre chose et le ton qui veut encore dire autre chose. Donc, et le mouvement du corps en recul qui veut dire encore autre chose. Donc finalement, quel est le vrai message ? Et donc, si je ne modélise pas, c'est-à-dire que si je n'observe pas que quand la personne me parle, elle a un ensemble de messages qui sont différents, le risque, c'est que ce soit moi en tant que coach ou thérapeute qui non seulement choisisse d'orienter une certaine hiérarchie d'importance à l'un des messages, par exemple, je peux être moi-même sensible à l'auditif et donc apporter une attention particulière au ton de la voix, où le client va dire parce que je l'aime, voyez. Et puis, ou alors, je peux repérer juste le mouvement de recul. Et donc, qu'est-ce que je vais questionner ? Et si je questionne l'une des incongruences au détriment des autres,
eh bien, dans cette version un petit peu binaire, je vais peut-être passer à côté d'informations et de choses qui sont importantes. Donc ça, c'est le premier piège qui fait que moi, j'oriente un petit peu du coup le questionnement. Au lieu de considérer vraiment l'ensemble, hein, l'ensemble de ce qui se passe dans la personne. Ensuite, quel est l'autre piège? L'autre piège, c'est l'interprétation. Parce qu'effectivement, je pourrais me dire, s'il est le corps en arrière, ça veut dire et ça prouve qu'en fait, il a peur, il y a quelque chose qui lui fait peur dans cette relation. Ou s'il met le doigt comme ça prouve et ça veut dire qu'il veut imposer son autorité sur sa femme. Voyez, donc on appelle ça en PNL des équivalences. Donc des équivalences, c'est quand on repère quelque chose et que soi-même, à travers notre propre modèle du monde, à travers nos propres interprétations, on va coller nos propres interprétations sur ce que l'on voit, et ce que l'on voit vient prouver nos propres interprétations. Donc on appelle ça des équivalences. Et donc effectivement, c'est le danger dans un coaching ou une thérapie d'aller en tant que coach ou thérapeute, aller coller nos propres équivalences par rapport à ce que l'on voit. Donc non, du coup, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est l'autre piège, hein, coller nos propres équivalences. Ensuite, il y a un autre piège, c'est que carrément le thérapeute ou les coachs qui ne relèvent pas l'incongruence et qui est que sur le contenu et qui est comme ça avec quelqu'un qui, quand il parle de sa femme en disant qu'il l'aime, il utilise vraiment ce ton autoritaire de dire parce que je l'aime, hein, ma femme, hein, et j'ai beaucoup d'affection pour elle, hein. Voilà, avec ce ton-là, eh bien, il est possible que si le thérapeute ou le coach ne fasse pas attention à l'incongruence, qu'il se mette de manière complètement inconsciente à se synchroniser sur son client, sur ce modèle-là, et que lui-même se mette à parler, lorsqu'il évoquera les sentiments d'amour de son client pour sa femme, que lui-même commence à faire des gestes ou avoir un ton de voix qui soit de ce même type. Et qu'il se mette par exemple à dire à son client, vous savez, quand vous me parliez de votre femme, là, votre femme que vous aimez, là, hein, votre femme que vous aimez, et il le fera de manière inconsciente, et donc il va devenir lui-même en tant que coach ou thérapeute, il va lui-même devenir incongruent parce qu'il n'aura pas relevé et repéré que de manière, par empathie, par résonance et par synchronisation, surtout par synchronisation plus que par résonance, pardon, il va lui-même rentrer dans l'incongruence et lui-même en tant qu'accompagnant, il va devenir incongruent. Voilà, donc on a vraiment ces différents pièges dont on doit faire vraiment être vigilant quand on va accompagner une personne. Alors, que faire? Que faire? Eh bien, du coup, le bon accompagnant ne va pas, donc on a vu les différents pièges. Premièrement, le premier, c'est donc de choisir l'incongruence, une incongruence plutôt qu'une autre. Le deuxième piège sera d'interpréter l'incongruence. Et le troisième piège serait de ne pas l'avoir et de devenir soi-même incongruent. Donc on a vu, il y a donc 3 pièges. Alors que faire et quelle est la bonne attitude à avoir quand on questionne? Eh bien, je vais vous donner un autre exemple. Non, je vais garder cet exemple. Je garde cet exemple. Ça va être de relever auprès de son client l'incongruence, lui la verbaliser. Alors pour ça, il faut qu'il y ait une bonne relation pour que ce soit possible, sinon ça peut un petit peu vexer, parce qu'effectivement, culturellement, on n'a pas l'habitude de réagir aux messages non verbaux. Généralement, on réagit dans nos communications courantes au contenu, culturellement. Il est considéré peut-être comme étant impoli de confronter la personne à ce qu'elle fait au niveau de son corps. Mais là, si on est dans un cadre d'accompagnement, c'est intéressant de le faire. C'est intéressant de le faire. Donc, la première chose, c'est de relever. Donc, déjà, en fait, il y a 3 étapes. La première étape va être de relever les incongruences, savoir soi-même les relever. Deuxièmement, pouvoir les confronter, c'est-à-dire pouvoir permettre à son client d'en prendre conscience. Et ensuite, la troisième étape va être d'harmoniser ces incongruences et de chercher dans ce qui se joue pour la personne, d'être respectueux de ce qu'on appelle son écologie interne, c'est-à-dire de voir comment dans ces différentes incongruences, comment les harmoniser entre elles pour que la personne puisse vraiment trouver une réponse et une ressource dans sa vie qui soit utile pour elle. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça pourrait donner
ça pourrait faire quelque chose du genre, voilà, j'ai remarqué que quand vous me parlez de votre femme, vous avez ce ton de voix, vous dites je l'aime ma femme, et vous avez ce ton de voix très appuyé, et en même temps vous avez cette position de recul au niveau de votre corps. Puis j'ai relevé votre index qui faisait comme ça, et c'est curieux parce que aussi on a votre main qui fait ça. Donc j'aimerais un petit peu questionner ce qui se passe pour vous. Si on reprend ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour vous déjà quand vous dites je l'aime ma femme, et qu'il y a ce côté un petit peu agressif, cette voix ferme en tout cas, qui se passe. Eh bien, le client peut vous dire, quand je dis ça comme ça, c'est parce que malgré, je repense, en même temps que je vous le dis, je repense à des points sur lesquels j'étais pas d'accord avec elle et j'ai une certaine rancœur avec elle. Je porte une certaine rancœur et même une certaine colère. C'est peut-être pour ça que je vous le dis de cette manière. Ok, donc là c'est intéressant parce que du coup je comprends ce qui se passe en vous. Et cette position de recul, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous avez le corps reculé. Alors la personne elle va réfléchir, par exemple, elle va dire, en fait j'ai le corps reculé parce que dans ce que je vous dis, quelque part, c'est comme si j'avais peur que vous me jugiez en fait dans ce que je vous apportais. J'avais un peu le peur dans ce que je vous parle, dans mes difficultés relationnelles avec ma femme. J'ai peut-être peur que vous ayez des jugements sur moi. C'est pour ça que je me recule. Ah, ok, ok. Ensuite, par rapport à cet index, eh bien, en fait, je fais ce geste. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce geste? Vous voyez, le client, il cherche, hein, vraiment, il cherche. Je fais ce geste parce que, en fait, je sens que j'ai besoin de l'affirmer et de me le remotiver à moi-même, cet amour pour ma femme. Et c'est comme si je voulais m'en convaincre et quelque part vous le prouver aussi à vous, puisque quelque part peut-être que je vous montre du doigt aussi inconsciemment. Ah, ok, ok, c'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Et je vois votre main comme ça. Qu'est-ce que signifie pour vous? Connectez-vous vraiment à ce qui se passe pour vous. Vous avez votre main ouverte. Là, parce qu'il y a cette partie de moi qui est ici avec vous et qui a envie de me sentir réceptif à notre échange et à ce qui se passe. Ok. Donc là, ça vous donne vraiment de l'information. Donc vous allez pouvoir harmoniser tout ça et de dire, voilà, donc en fait, votre crainte, tandis que vous m'exposez différentes choses qui sont passées avec votre femme, il y a cette partie de vous qui est un petit peu en colère par rapport à certaines choses et vous savez qu'il y a une partie de vous qui aime votre femme puisque vous le verbalisez, vous aimez votre femme et en même temps que vous aimez votre femme, eh bien, il y a cette partie de vous qui ressent cette certaine colère par rapport à des désaccords que vous avez eus et où vous avez besoin à la fois de prouver et de vous prouver et de vous maintenir dans cet amour que vous avez pour elle. Vous êtes à la fois très réceptif au travail qu'on fait et en même temps vous avez une certaine crainte de ce jugement. C'est bien ça qui se passe en simultané pour vous. C'est bien ça. Et donc on va chercher du coup à vraiment harmoniser tout ça. Et là, voyez, vous avez vraiment obtenu de l'information qui est vraiment intéressante pour accompagner la personne et vous lui avez permis de prendre conscience de ce qui se passait pour elle à un niveau inconscient, mais qui était manifesté à différents niveaux. Et donc là, si je reprends encore une fois la théorie de Bateson à la théorie de Grinder et Bandler, parce qu'ils se sont inspirés de la théorie de Bateson, on voit que Bateson était dans un mode un peu binaire, parce qu'il disait c'est le langage non verbal qui donne le vrai message. Et en fait, non, pas forcément, parce qu'on voit que les multiples messages étaient importants. Autant le langage verbal, quand le client dit qu'il aimait sa femme, ben oui, il l'aime. C'était tout aussi vrai que l'ensemble du reste. Donc il n'y avait pas quelque chose qui était plus vrai que l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup la PNL, puisque la PNL, ce que j'apprécie beaucoup dans cette discipline, c'est que la PNL ne cherche pas à mettre les choses en opposition, elle cherche à prendre les choses dans leur ensemble sans les mettre forcément dans une approche dualiste. Voilà. Donc voilà pour les incongruences, comment on les repère, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite. Donc là c'est intéressant, parce qu'on a vu qu'effectivement là le thérapeute questionne, le coach questionne, il ne va pas chercher à mettre des équivalences de sa part. Et puis je dirais que dans notre développement personnel, ben, du coup effectivement, hein, dès lors qu'on fait un métier d'accompagnement, on va aller dans notre développement personnel, travailler notre propre congruence.
Donc ça, c'est important de se sentir congruent parce que plus on travaille notre congruence, et plus ça permettra en résonance d'apporter une bonne résonance pour pouvoir élever la personne, à l'accompagner à ce qu'elle puisse elle-même devenir congruente. Et vraiment un bon travail de coaching, un bon travail de thérapie, c'est vraiment de pouvoir vraiment accompagner une personne dans la congruence. Là, on avait relevé justement de l'incongruence dans ce qui se passait pour elle et c'est les incongruences qui génèrent beaucoup de conflits internes et de difficultés personnelles. Donc pour mieux les comprendre, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour vraiment vous permettre d'apporter cette vigilance supplémentaire lorsque vous accompagnez des personnes, que ce soit en coaching, en thérapie ou même dans vos communications, parce que dans la vie personnelle, ça peut nous être très utile dans notre couple, dans un couple, ou en tant que vendeur auprès de vos clients. Le client dit qu'il veut quelque chose, en même temps il manifeste autre chose. Alors c'est toujours un petit peu plus délicat d'apporter, mais vous pouvez relever peut-être certaines incongruences et permettre à la personne de les clarifier. Voilà. Je suis ravi d'avoir partagé ce sujet avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et à liker la publication, la partager, etc. Voilà. Et je donne des formations bien évidemment en PNL, en coaching. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet. Voilà, merci les amis, à bientôt.